4 méthodes pour déterminer le PGCD de deux entiers naturels. Salut à toi qui regarde cette vidéo qui porte sur la détermination du PGCD de deux entiers naturels par 4 méthodes différentes. Le PGCD est un outil mathématique très puissant en arithmétique qui permet de résoudre de nombreux problèmes de partage ou de répartition de deux quantités entre plusieurs groupes ayant exactement la même composition. À la fin de cette leçon, nous allons traiter deux problèmes qui font appel au PGCD de deux entiers. Le premier problème porte sur le carrelage d'une salle de classe de forme rectangulaire à l'aide des carreaux de forme carrée ayant le plus grand côté possible sans coupe ni joint. Le deuxième problème porte sur la confection de bouquets de fleurs identiques ayant la même composition. Chaque bouquet est constitué d'un certain nombre de fleurs roses et d'un certain nombre de fleurs blanches. Tous les bouquets doivent avoir le même nombre de fleurs roses et le même nombre de fleurs blanches. Alors le jardinier dispose de 300 fleurs roses et de 270 fleurs blanches. Nous allons traiter les problèmes à la fin de la leçon en utilisant le PGCD. Quelques rappels. Diviseur commun de deux entiers naturels. Soit A et B, deux entiers naturels. On appelle diviseur commun de A et B tout nombre entier non nul qui divise à la fois A et B. L'ensemble des diviseurs communs de A et B est noté D plus parenthèse AB. Comment déterminer cet ensemble? Dans un premier temps, je dresse la liste des diviseurs entiers positifs, des diviseurs entiers de A et d'autre part la liste des diviseurs entiers de B. Ensuite, je regarde les deux listes. Je récupère les nombres qui apparaissent dans ces deux listes. Ce sont donc ces nombres qui vont constituer les diviseurs communs de A et B. Alors, dès que j'ai ces diviseurs communs de A et B, je vais aller regarder le plus grand de ces diviseurs communs. C'est celui-là qu'on va appeler PGCD, pour dire plus grand commun diviseur. Alors, le PGCD de deux entiers naturels est tout simplement le plus grand diviseur de ces deux nombres, plus grand diviseur commun. Autrement dit, le plus grand nombre entier qui divise à la fois ces deux nombres. Nous allons voir dans la suite un petit exemple pour appliquer cette première méthode de détermination du PGCD en passant par la liste des diviseurs communs. Exemple, on donne A égale 45 et B égale 35. Nous voulons déterminer le PGCD de 45 et 35. Dans un premier temps, nous dressons la liste des diviseurs positifs de A. Alors, quels sont les diviseurs de 45? Nous avons 1. Si on fait 45 divisé par 1, on trouve 45, donc on écrit aussi 45. Ensuite, nous avons 3. Et si on fait 45 divisé par 3, on trouve 15, donc on écrit aussi 15. Ensuite, nous avons 5. Et si on fait 45 divisé par 5, on trouve 9, donc on écrit aussi 9. Voilà tous les diviseurs entiers positifs de A, de 45. Pour B, 35, les diviseurs positifs de 35 sont 1, 35, 5 et 7. Alors, nous allons maintenant déterminer la liste des diviseurs communs de 35 et 45. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous regardons nos deux listes qu'on vient de dresser. Et on récupère les nombres qui apparaissent simultanément dans les deux listes. Ici, je vois 1 qui apparaît dans les deux listes, alors j'écris 1. Je vois aussi 5 qui apparaît dans les deux listes, alors j'écris 5. En conclusion, l'ensemble des diviseurs communs de A et B contient les nombres 1 et 5.
Alors, entre 1 et 5, quel est le plus grand nombre? Le plus grand nombre est 5. Ce qui veut dire que le PGCD de 45 et 35 est égal à 5. Voyons à présent la deuxième méthode de détermination du PGCD. Il s'agit de la décomposition en produits de facteurs premiers. Alors, nous devons commencer par expliquer ce qu'on entend par nombre premier. Alors, un nombre entier naturel est dit premier s'il admet exactement deux diviseurs positifs, à savoir 1 et lui-même. Autrement dit, si vous trouvez un nombre entier naturel qui admet plus de deux diviseurs positifs, alors ce nombre n'est pas premier. Et si vous trouvez un nombre entier naturel qui admet moins de deux diviseurs positifs, alors ce nombre n'est pas premier. Que retenir? Un nombre entier naturel est premier si et seulement si ce nombre admet exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Alors, nous avons quelques exemples de nombres entiers naturels premiers entre 1 et 100. Il s'agit de 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Alors, comment faire pour repérer ces nombres entiers naturels? On peut se servir pour les nombres entiers naturels compris entre 1 et 100 du crible d'Ératosthène. C'est un tableau qui est utilisé pour déterminer les nombres premiers compris entre 1 et 100 et qui fera l'objet d'une vidéo spéciale. C'est quoi la décomposition en produits de facteurs premiers? La décomposition en produits de facteurs premiers d'un entier naturel non nul strictement supérieur à 1 est un processus qui permet d'écrire cet entier naturel comme un produit de puissance de nombres premiers. Comment procéder donc pour écrire un nombre entier naturel strictement supérieur à 1 comme produit de puissance de nombres premiers? Alors, on va commencer par tester les divisions entières de ce nombre par les nombres premiers que nous connaissons déjà. On va tester la division par 2. Si ce nombre est divisible par 2, on effectue la division jusqu'à ce que ce nombre ne soit plus divisible par 2. Ensuite, on teste avec 3. Si c'est possible, on effectue la division jusqu'à ce qu'il ne soit plus divisible par 3. Ensuite, on teste avec 5. Si c'est possible, on effectue la division par 5 jusqu'à ce que cela ne soit plus possible. Et ainsi de suite, on teste avec 7, on teste avec 11 jusqu'à trouver un quotient égal à 1. Lorsqu'on trouve un quotient égal à 1, on s'arrête, on a fini avec la division. Et je précise que chaque fois, ce sont les quotients qu'on divise. Au départ, on divise le nombre par le plus petit nombre premier qui le divise. Pour la suite, ce sont les quotients des divisions qu'on va diviser par d'autres nombres premiers. Voilà, il faut bien comprendre ce phénomène. Alors, une fois qu'on a achevé notre division, on va compter le nombre de fois que chaque nombre premier est apparu dans la division. Une fois qu'on a trouvé le nombre d'occurrences de chaque nombre premier dans la division, on les écrit donc sous forme de produit de nombres premiers, chaque nombre premier étant écrit avec son exposant. Et l'exposant d'un nombre premier est tout simplement le nombre de fois que ce nombre premier a été utilisé dans les divisions que nous avons effectuées. Illustrons cela. Supposons que A est un nombre entier naturel strictement supérieur à 1 et que dans la décomposition de A,
nous avons obtenu le nombre premier P qui est apparu n fois dans les divisions et le nombre premier Q qui est aussi apparu m fois dans les divisions. Dans ce cas, la décomposition de A sera tout simplement P puissance n fois Q puissance m. Lorsqu'on finit de faire la division, on écrit A égale P puissance n fois Q puissance m. Si on avait obtenu un troisième nombre premier R avec T occurrence, on aurait écrit A égale P puissance n fois Q puissance m fois R puissance T. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voyons cela sur un exemple concret. Nous avons le nombre 120 que nous voulons décomposer en produit de facteurs premiers. Alors nous allons commencer par vérifier si on peut diviser 120 par 2, ce qui est bien le cas, car 120 est un nombre pair, vu qu'il se termine par 0. Alors si on fait 120 divisé par 2, on trouve 60. 60 est divisible par 2, on fait donc 60 divisé par 2 et on trouve 30. 30 aussi est divisible par 2. On fait donc 30 divisé par 2 et on trouve 15. Par contre, 15 n'est plus divisible par 2. Alors on teste par 3 et bien sûr 15 est divisible par 3. Quand on fait 15 divisé par 3, on trouve 5. 5 n'est pas divisible par 3. On va donc diviser par 5. Si on fait 5 divisé par 5, on trouve 1. Le quotient étant 1, on s'arrête. On a achevé notre division. Maintenant, nous allons compter le nombre de fois que chaque nombre premier est apparu dans nos divisions. Le nombre 2 est apparu 3 fois. Le nombre 3 est apparu une fois. Et le nombre 5 est apparu une fois. Ça nous fait donc 120 égale 2 puissance 3 fois 3 puissance 1 fois 5 puissance 1. Mais comme la puissance 1 ne change rien, on va donc effacer le 1 à la puissance pour rester avec 2 puissance 3 fois 3 fois 5. Telle est donc la décomposition de 120 en produit de facteurs premiers. Pour vous exercer, voici un petit travail pour vous. Montrez les décompositions suivantes. 180 égale 2 au carré fois 3 au carré fois 5. 525 égale à 3 fois 5 puissance 2 fois 7. 4056 égale à 2 au cube fois 3 fois 13 au carré. Alors, il est question pour vous d'effectuer vous-même vos décompositions en produits de facteurs premiers et de vérifier votre travail à partir de ce qui est affiché à l'écran. Si vous trouvez des résultats différents que ce qui est donné dans l'exercice, ça veut dire que vous avez commis une erreur quelque part. Donc, vous devez relire ce que vous avez fait afin de repérer l'erreur. Voilà. Donc, c'est un petit exercice pour vous entraîner et vérifier si vous avez compris cette notion de décomposition en produits de facteurs premiers. Maintenant que nous avons compris comment décomposer un nombre entier naturel strictement supérieur à 1 en produit de facteurs premiers, nous allons donc l'utiliser pour déterminer le PGCD de deux entiers naturels. Et ceci va constituer notre deuxième méthode. Pour déterminer le PGCD de deux entiers naturels A et B, nous pouvons décomposer chacun de ces nombres A et B en produits de facteurs premiers. Après avoir fait cette décomposition, nous regardons les nombres premiers qui apparaissent simultanément dans les deux décompositions. S'il y en a, on sélectionne celui qui a la plus petite puissance ou encore le plus petit exposant. C'est lui qu'on va utiliser pour le PGCD. Donc, on identifie tous les nombres premiers qui apparaissent dans les deux décompositions et on les récupère chacun avec son plus petit exposant et on fait le produit. Quand on fait ce produit, on obtient le PGCD. Comme illustration,
j'ai supposé que la décomposition du nombre A est P puissance M fois Q puissance N fois R puissance S et que la décomposition du nombre B est P puissance T fois G puissance E fois R puissance U fois D puissance F. Quand on observe ces deux décompositions, on constate que le nombre P apparaît dans les deux décompositions ainsi que le nombre R. Alors, on regarde les deux nombres là, lequel a le plus petit exposant? C'est celui qui a le plus petit exposant qui sera récupéré pour calculer le PGCD. Le plus petit exposant de P dans les deux décompositions est noté min MT, où M et T sont les exposants de P dans les décompositions, et le plus petit exposant de R est min SU, où S et U sont les deux exposants de R dans les décompositions. Ainsi donc, PGCD de AB égale P puissance min MT fois R puissance min SU. Quand vous appliquez cela, vous avez le PGCD. Autant de fois qu'il y a de diviseurs communs, autant de fois ils apparaîtront dans la multiplication, chacun étant pris avec sa plus petite puissance. Appliquons cela dans un exemple. Nous avons les nombres 280 et 150. Nous voulons déterminer leur PGCD en utilisant la décomposition en produit des facteurs premiers. Alors, nous allons décomposer A en produit des facteurs premiers et B en produit des facteurs premiers. En appliquant la démarche précédente, nous obtenons les décompositions qui apparaissent à l'écran. A est égal à 2 puissance 3 fois 5 puissance 1 fois 7 puissance 1 et B est égal à 2 puissance 1 fois 3 puissance 1 fois 5 puissance 2. Alors, nous observons ces deux décompositions et on constate que les nombres premiers 2 et 5 apparaissent dans ces deux décompositions. Par contre, le nombre 7 n'apparaît pas dans la deuxième décomposition et le nombre 3 n'apparaît pas dans la première décomposition. Alors, ils ne seront pas utilisés pour le PGCD. Nous allons utiliser les nombres premiers 2 et 5 qui apparaissent simultanément dans les deux décompositions. Le nombre 2 sera pris avec son plus petit exposant qui est 1 et le nombre 5 sera pris avec son plus petit exposant qui est aussi 1. Finalement, le PGCD de A et B, c'est-à-dire PGCD de 280 et 150, sera égal à 2 puissance 1 fois 5 puissance 1, ce qui nous donne 10. En conclusion, PGCD de 280 et 150 est égal à 10. Voilà donc une approche de détermination du PGCD en utilisant la décomposition en produit de facteurs premiers. Voici un deuxième travail à faire pour vous. Je vous demande d'utiliser la méthode de décomposition pour montrer les PGCD suivants. C'est-à-dire que vous allez utiliser la méthode de décomposition en produit de facteurs premiers pour montrer que le PGCD de 180 et 525 est égal à 15 et que le PGCD de 180 et 4056 est égal à 12. Prenez vraiment la peine de faire ces petits exercices car ils vous permettent de mieux assimiler ce que nous venons de voir. Nous allons à présent voir la troisième méthode qui permet de déterminer le PGCD de deux entiers naturels. Cette méthode s'avère efficace lorsqu'on manipule des gros nombres. Alors, comment est-ce qu'elle s'articule? Pour appliquer cette méthode, c'est très simple. On commence par comparer les deux nombres qu'on nous a donnés, A et B. Nous allons supposer que le nombre A est plus grand que le nombre B. Alors, on va déterminer la différence entre A et B en faisant A moins B. Cette différence, on va l'appeler D1. Ensuite, on compare D1 avec B. Si D1 est plus grand que B, alors on calcule la deuxième différence qui sera D2 égale à D1 moins B. Si par contre c'est B qui est plus grand que D1,
D2 sera plutôt égal à B moins D1. Ensuite, on passe à l'étape suivante. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Quand vous effectuez une différence, pour aller à l'étape suivante, on compare le résultat de la différence précédente avec le nombre qui était à droite de l'opération moins de cette différence-là. Celui qui est plus grand sera à gauche du signe moins et celui qui est plus petit sera à droite pour l'étape suivante. Ça veut dire que si A est plus grand que B, je fais A moins B. Si c'est B qui est plus grand que A, je fais B moins A. Si c'est D1 qui est plus grand que B, je fais D1 moins B. Et si c'est B qui est plus grand que D1, je fais B moins D1. Je répète, je calcule A moins B. La réponse est D1. Ensuite, je compare D1 avec B. Si B est plus petit que D1, alors je calcule la différence D2 égale à D1 moins B. Mais si par contre B est plus grand que D1, je calcule la différence D2 égale à B moins D1. Ensuite, je passe à la différence D3. Pour cela, je compare D1 avec D2. Si D1 est plus petit que D2, alors D3 sera égal à D2 moins D1. Par contre, si D1 est plus grand que D2, alors D3 sera égal à D1 moins D2. À chaque fois, on compare le nombre qui est à gauche de l'égalité avec celui qui est à droite du signe moins pour calculer la différence suivante. Donc, différence suivante égale au plus grand de la différence précédente moins le plus petit. On compare à chaque fois le nombre qui est à gauche de l'égalité et le nombre qui est à droite du signe moins. Le plus grand moins le plus petit. On continue le processus jusqu'à obtenir une différence dk égale à 0. Lorsqu'on trouve une différence égale à 0, on s'arrête. On a fini avec les soustractions. Alors, le PGCD dans ce cas sera égal à la dernière différence non nulle qu'on a obtenue. Autrement dit, D indice K-1. C'est-à-dire, lorsque je trouve une différence qui est égale à 0, le PGCD de A et B est donc la dernière différence qu'on avait obtenue avant le 0. Voilà le principe de l'algorithme des soustractions successives. Nous allons voir cela dans un exemple pour que chacun puisse bien comprendre. En guise d'exemple, nous prenons les nombres 280 et 150. On veut déterminer le PGCD de 280 et 150. Qu'est-ce qu'on fait? Première différence, D1. On calcule 280 moins 150, on trouve 130. On compare ensuite 150 et 130. On voit que 150 est plus grand que 130. Alors D2 sera égal à 150 moins 130 et on trouve 20. On compare ensuite 130 et 20. 130 est plus grand que 20. Alors D3 sera égal à 130 moins 20, ce qui donne 110. On compare ensuite 20 et 110. 110 est plus grand, alors D4 sera égal à 110 moins 20, ce qui donne 90. On compare 90 et 20. 90 est plus grand, alors D5 sera égal à 90 moins 20 qui donne 70. On compare 70 et 20. 70 est plus grand, D6 sera égal à 70 moins 20 qui donne 50. On compare ensuite 20 et 50. 50 est plus grand, alors D7 sera égal à 50 moins 20 qui donne 30. Ensuite 30 moins 20 qui donne 10. 20 moins 10 qui donne 10. Et enfin 10 moins 10 qui donne 0. Dès que je trouve 0, je m'arrête, j'ai fini avec mes soustractions. Alors je remonte donc derrière, un pas en arrière pour voir quel était le dernier reste que j'ai obtenu avant d'avoir le 0. Et ce reste-là, c'est D9. Alors cette différence-là, c'est D9 qui est égal à 10.
Par conséquent, le PGCD de 280 et 150 est égal à 10. Voilà donc la démarche des soustractions successives. Passons à présent à la quatrième méthode de détermination du PGCD. Il s'agit de l'algorithme d'Euclide, encore appelé algorithme des divisions successives. Ce principe, cet algorithme repose sur la division euclidienne, c'est-à-dire division entière sans virgule. On a un dividende, on a un diviseur, on effectue la division, on obtient un quotient entier et un reste. Alors, si nous prenons deux entiers A et B, tel que A est plus grand que B, on effectue la division entière, division euclidienne, de A par B, et on obtient le premier reste R1. Ensuite, on effectue la division euclidienne de B par R1 et on trouve le deuxième reste R2. Puis, on effectue la division euclidienne de R1 par R2 et on trouve le troisième reste R3. Ensuite, on effectue la division euclidienne de R2 par R3 et on trouve le quatrième reste R4. On effectue la division euclidienne de R3 par R4 et on trouve le cinquième reste R5. On continue le processus jusqu'à trouver un reste qui est égal à 0. Et on s'arrête. Dans ce cas, notre PGCD sera tout simplement le dernier reste non nul qu'on a obtenu. Ça veut dire le dernier reste différent de 0. Ça veut dire que si c'est R5 qui a donné 0, alors le PGCD de A et B sera R4. Si c'est R8 qui a donné 0, alors le PGCD de A et B sera R7, ainsi de suite. Pour mieux comprendre cela, nous allons prendre un exemple dans lequel on va appliquer l'algorithme d'Euclide pour déterminer le PGCD de deux entiers naturels. En guise d'exemple, nous allons déterminer le PGCD de 280 et 150 par l'algorithme d'Euclide. Pour commencer, nous allons effectuer la division euclidienne de 280 par 150. Et qu'est-ce que nous constatons? 280 est égal à 150 fois 1 plus 130. Donc, le premier reste ici est 130. Ensuite, on fait la division euclidienne de 150 par 130. Et qu'est-ce qu'on obtient? 150 est égal à 130 fois 1 plus 20. Donc, le deuxième reste est 20. On fait ensuite la division de 130 par 20. Et qu'est-ce qu'on trouve? 130 est égal à 20 fois 6 plus 10. Ici, le troisième reste est 10. Ensuite, on fait 20 divisé par 10, division euclidienne. On trouve que 20 est égal à 10 fois 2 plus 0. Donc, le quatrième reste est 0. Lorsqu'on trouve un reste égal à 0, on s'arrête. Alors, le PGCD sera égal au dernier reste non nul que nous avons obtenu. Dans le cas d'espèce, il s'agit de R3 qui donne 10. Par conséquent, le PGCD de 280 et 150 est égal à 10. Nous obtenons le même résultat qu'on a obtenu avec la méthode des soustractions successives. Maintenant, il vous appartient, il vous revient de choisir la méthode qui vous paraît la plus abordable, la plus aisée, la plus facile, la plus rapide pour déterminer vos PGCD. Je précise qu'il y aura des cas de figure où l'algorithme des soustractions sera très rapide et il y aura d'autres cas de figure où ce sera plutôt l'algorithme d'Euclide qui sera le plus rapide. Donc, ce sera à vous de choisir la méthode qui vous paraît la plus accessible, la plus abordable, la plus aisée, la plus compréhensible, la plus simple. Tout dépend de vous, mes chers, tout dépend de vous. Et voilà, donc, vous avez tout ce qu'il vous faut désormais pour déterminer le PGCD de deux entiers.
Dans votre cas quoi, vous avez 4 flèches. À vous de choisir la meilleure flèche pour abattre le gibier en temps opportun. À présent, donc, pour conclure cette partie de rappel, nous allons rapidement présenter 2 ou 3 propriétés sur le PGCD des 2 entiers. Et nous terminerons donc cette vidéo en traitant les 2 problèmes que nous avons présentés dès le début de cette séquence. Nous avons donc ici 3 propriétés du PGCD. Si nous prenons 3 entiers A, B, K, entiers naturels non nuls, nous avons les propriétés suivantes. PGCD de AB est égal au PGCD de BA. Ça veut dire PGCD de 180 et 540, c'est encore le PGCD de 540 et 180. Les positions de A et B ne comptent pas sur la valeur du PGCD. Deuxième propriété, si je prends 2 entiers A et B, je les multiplie par le nombre réel K, par l'entier K, alors PGCD de KA, KB égale à K multiplié par le PGCD de AB. Voilà. Exemple, si je prends les entiers 8 et 15, si je prends aussi les entiers 16 et 30, on sait que 8 est égal à 16 est égal à 8 fois 2, 30 est égal à 15 fois 2. Donc, PGCD de 16 et 30 est égal à 2 fois le PGCD de 8 et 15. Troisième propriété, PGCD de A et KA est égal à A. Autrement dit, si B est un multiple de A, alors PGCD de AB est égal à A. Si A est un diviseur de B, alors PGCD de AB est égal à A. Et enfin, quel que soit le nombre entier naturel A que nous prenons, PGCD de 1 et A sera toujours égal à 1. Dès que nous voyons 1 comme membre du PGCD, alors le résultat c'est 1. Maintenant, lorsque le PGCD de 2 entiers A et B est égal à 1, on dit que les nombres A et B sont premiers entre eux. Et je précise que dire que 2 nombres sont premiers entre eux ne veut pas dire que chacun de ces nombres-là est premier. Premier entre eux veut simplement dire que le seul diviseur positif qu'il y a entre A et B est 1. Voilà la notion de premier nombre premier entre eux, à ne pas confondre, s'il vous plaît. Maintenant, comme exemple de nombre premier entre eux, si nous prenons 15 et 18, le seul diviseur commun positif qu'il y a entre 15 et 18 est 1. Dans ce cas, on dit que 15 et 18 sont premiers entre eux, alors que nous savons très bien que 18 n'est pas un nombre premier, car 18 admet plus de 2 diviseurs positifs. On peut avoir 1, on peut avoir 1, on peut avoir 2, on peut avoir 3, on peut avoir 6, on peut avoir 9 et on peut avoir 18. Donc 18 admet plus de 2 diviseurs positifs. Donc 18 n'est pas premier, alors que 5 et 18 sont premiers entre eux. Il ne faut pas confondre les deux. Bien. Maintenant, si nous prenons 2 nombres premiers, alors 2 nombres premiers distincts, alors ils sont forcément premiers entre eux. 2 nombres premiers distincts sont toujours premiers entre eux. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut donner comme propriété. Il y en a d'autres, on ne va pas entrer dans les détails en profondeur parce que ce cours concerne les élèves du premier cycle du secondaire. Donc il y a des choses qui ne sont pas encore à leur portée. Nous allons donc boucler cette vidéo, ce cours, par la résolution de nos 2 problèmes que nous avons posés dès le début de cette présentation. Le premier problème porte sur le carrelage d'une salle de classe de forme rectangulaire à l'aide des carreaux de forme carrée ayant le plus grand côté possible sans coupe ni joint. Le premier problème porte sur le carrelage
d'une salle de classe de forme rectangulaire à l'aide des carreaux de forme carrée ayant le plus grand côté possible sans coupe ni joint. Commençons par définir les objets ou les variables que nous allons manipuler. Nous avons une salle de classe de forme rectangulaire qui a une longueur égale à 27 mètres et une largeur égale à 12 mètres. On veut recouvrir toute la surface de ce sol à l'aide des carreaux ayant la forme carrée. On ne veut pas couper certains carreaux et on ne veut pas utiliser une autre matière entre les carreaux. C'est ce qu'on appelle le joint. On a dit sans coupe ni joint. Donc on ne coupe pas les carreaux et on n'utilise pas le joint. Si on prend le sens de la longueur de la salle, vu que les carreaux sont juxtaposés, sont posés les uns à la suite des autres, une fois qu'on aura posé les carreaux sur une longueur, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin sur une ligne, on constate que si on fait la somme des côtés de chaque carreau, on va obtenir la longueur de la salle. Si on fait la somme du côté du premier carreau, plus côté du deuxième carreau, plus côté du troisième carreau, jusqu'au côté du dernier carreau, si on fait cette somme, on retrouve la longueur de la salle. Et nous savons que lorsqu'on additionne plusieurs fois un même nombre, on effectue en quelque sorte une multiplication. Si je vous dis 5 plus 5 plus 5, cela revient à faire 5 fois 3. 5 plus 5 plus 5, 5 apparaît 3 fois, donc ça fait 5 fois 3. Si je vous dis 5 plus 5 plus 5 plus 5, ça fait 5 fois 5, car 5 est additionné 5 fois. Ça fait 5 fois 5. Donc, si on suppose que dans le sens de la longueur, on a disposé M carreaux, alors la longueur de la salle sera égale au côté du carreau multiplié par le nombre de carreaux. Ça veut dire C fois M. Donc longueur est égale à C fois M, où C désigne le côté du carreau et M le nombre de carreaux qu'on a disposé sur une longueur. Maintenant, on prend aussi la largeur. Dans le sens de la largeur, lorsqu'on dispose les carreaux les uns à la suite des autres sans espace et sans coupure, si on fait la somme des côtés de ces carreaux qu'on a disposés, on va retrouver la largeur de la salle. Et on sait que lorsqu'on fait la somme, comme je viens d'expliquer, la somme d'un même nombre plusieurs fois, on obtient une multiplication. Ça veut donc dire que si, dans le sens de la largeur, on a disposé 10 carreaux, alors la largeur sera égale au côté d'un carreau multiplié par 10. Si on a disposé 20 carreaux, la largeur sera égale au côté d'un carreau multiplié par 10. Ici, comme nous ne connaissons pas encore le nombre de carreaux dans la largeur, on va l'appeler N. En mathématiques, pour lorsqu'on veut manipuler les nombres qu'on ne connaît pas, on ne les désigne pas des lettres. Donc C représente le côté du carreau, M le nombre de carreaux dans le sens de la longueur et N le nombre de carreaux dans le sens de la largeur. On obtient donc les deux égalités suivantes. 27 est égal à C fois M et 12 est égal à C fois N. On constate que C apparaît dans les deux égalités et du côté de la multiplication. Ça veut donc dire que C est un diviseur de 27 et C est un diviseur de 12. Comme C divise 27 et C divise 12, on dit que C est un diviseur commun de 27 et 12. De plus, dans le problème, on a dit qu'on veut que le côté du carreau soit maximal. Ça veut dire que le côté du carré doit être le plus grand possible. Nous avons donc les expressions diviseur commun et plus grand sur le côté C. Donc C
sera le plus grand diviseur commun. Ce qui montre que le côté du carreau est égal au PGCD de 27 et 12. Maintenant, dans la suite, il sera question pour nous de calculer effectivement ce PGCD afin de trouver le côté du carreau et le nombre de carreaux à utiliser. J'ai utilisé l'algorithme d'Euclide pour obtenir le PGCD de 27 et 12, ce qui me donne 3. Chacun de vous peut utiliser l'une des 4 méthodes que nous avons vues dans ce cours. Il obtiendra le même résultat, à savoir 3. Donc, le côté du carreau est de 3 mètres. Maintenant, nous devons déterminer le nombre de carreaux nécessaires pour ce carrelage. Alors, le nombre de carreaux est égal à quoi? La surface du sol divisé par la surface d'un carreau, c'est-à-dire 27 fois 12 divisé par 3 fois 3, ce qui nous donne 36. Ceci est une formule. C'est une formule et il y a une deuxième méthode qu'on peut appliquer pour avoir le même résultat. Il suffit de déterminer le nombre de carreaux dans le sens de la longueur multiplié et déterminer le nombre de carreaux dans le sens de la largeur. Le nombre de carreaux dans le sens de la longueur est égal à la longueur divisé par le côté d'un carreau et le nombre de carreaux dans le sens de la largeur est égal à la largeur d'un carreau divisé par le côté d'un carreau, ce qui donne respectivement 9 et 4. Et si on fait 9 fois 4, on retrouve encore 36. Donc il y a 2 méthodes pour déterminer le nombre de carreaux. Celle que j'ai proposée ici me paraît la plus simple et elle vous évitera de faire des erreurs. Voilà. Donc en conclusion, nous aurons au total 36 carreaux de côté 3 mètres chacun pour notre carrelage de la salle. Voici ainsi achevé la résolution du premier problème. Si un détail vous a échappé, vous mettez la pause sur la vidéo, vous faites un retour pour réécouter afin de mieux comprendre la résolution de ce problème. Nous allons rapidement passer à la résolution du problème numéro 2. Le deuxième problème porte sur la confection de bouquets de fleurs identiques ayant la même composition. Chaque bouquet est constitué d'un certain nombre de fleurs roses et d'un certain nombre de fleurs blanches. Tous les bouquets doivent avoir le même nombre de fleurs roses et le même nombre de fleurs blanches. Alors le jardinier dispose de 300 fleurs roses et de 270 fleurs blanches. Il s'agit ici de déterminer le nombre de bouquets de fleurs que le fleuriste pourra constituer, sachant que tous les bouquets doivent avoir le même nombre de fleurs roses et le même nombre de fleurs blanches. D'entrée de jeu, nous ne connaissons ni le nombre de bouquets qu'il pourra concevoir, ni le nombre de fleurs roses dans chaque bouquet, ni le nombre de fleurs blanches dans chaque bouquet. On va donc désigner par grand N le nombre total de bouquets de fleurs, petit m le nombre de fleurs roses dans chaque bouquet et petit n le nombre de fleurs blanches dans chaque bouquet. Nous savons que à la fin de la répartition des fleurs dans les bouquets, il ne restera plus de fleurs au sol. C'est ça le principe. Il ne restera plus de fleurs au sol. Alors, si je veux retrouver les 300 fleurs roses qu'on avait au départ, il me suffit de multiplier le nombre de bouquets de fleurs par le nombre de fleurs présentes dans chaque bouquet. Ceci étant, 300 est égal à grand N fois petit m. De même, 270 est égal à grand N fois petit n. Comme dans le cas précédent, nous constatons que
grand N est à la fois, en même temps, un diviseur de 300 et de 270. Grand N est donc un diviseur commun de 300 et 270. De plus, dans le problème, on nous a dit qu'on souhaite concevoir le maximum de bouquets de fleurs possibles. Ça veut donc dire que notre grand N doit être maximal, donc le plus grand possible. Par conséquent, grand N sera le plus grand diviseur commun de 300 et 270. C'est-à-dire grand N égale au PGCD de 300 et de 270. Il est donc question pour nous à présent de déterminer ce PGCD. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite et maintenant. En guise de révision, nous allons déterminer le PGCD de 300 et 270 par trois méthodes différentes. La décomposition en produits de facteurs premiers, les soustractions et division euclidienne. Pour la décomposition, nous avons ceci. 300 est égal à 2 puissance 2 fois 3 fois 5 puissance 2. 270 est égal à 2 fois 5 fois 3 puissance 3. Les facteurs communs sont 2, 3 et 5. La plus petite puissance de 2, c'est 1. La plus petite puissance de 3, c'est 1. Et la plus petite puissance de 5, c'est 1. Ce qui donne PGCD de 300 et 270 égale à 2 fois 3 fois 5, qui donne 30. Voilà, nous allons donc à présent calculer le même PGCD en utilisant les soustractions. On va faire 300 moins 270, on obtient 30. 270 moins 30 qui donne 240. 240 moins 30 qui donne 210. 210 moins 30, 180. 180 moins 30, 150. 150 moins 30 égale 120. 120 moins 30 égale 90. 90 moins 30 égale 60. 60 moins 30 égale à 30. Enfin, 30 moins 30 égale à 0. Dès qu'on trouve une différence égale à 0, on s'arrête, on récupère la dernière différence non nulle qu'on a obtenue. C'est ce nombre-là, notre PGCD. Donc, on retrouve le même résultat obtenu avec la décomposition en produits de facteurs premiers. La troisième méthode, elle, porte sur les divisions euclidiennes successives. Alors, nous allons faire la division euclidienne de 300 par 270. Et on obtient 300 égale à 270 fois 1 plus 30. Ensuite, on fait la division euclidienne de 270 par 30. On obtient 270 égale à 30 fois 9 plus 0. Dès qu'on trouve le reste de la division égale à 0, on s'arrête. Notre PGCD sera donc le dernier reste non nul, c'est-à-dire 30. Nous avons donc obtenu par trois méthodes différentes le nombre grand N de bouquets de fleurs, c'est-à-dire 30 bouquets de fleurs. Maintenant, nous allons déterminer la composition de chaque bouquet de fleurs. Composition de chaque bouquet. Dans les écrits précédents, nous avons dit que le nombre total de fleurs roses était égal au nombre de bouquets de fleurs multiplié par le nombre de bouquets de fleurs, par le nombre de fleurs roses dans chaque bouquet. Autrement dit, 300 était égal à grand N fois petit m. Et puisque nous avons trouvé grand N égal à 30, ça veut dire que 300 est égal à 30 fois petit m. Et dans cette égalité, on tire petit m, ce qui nous donne 300 divisé par 30, c'est-à-dire égal à 10. Ainsi, le nombre de fleurs roses par bouquet est égal à 10. On applique la même logique pour le nombre de fleurs blanches par bouquet et on obtient 270
divisé par 30, ce qui donne 9. En conclusion, nous avons au total 30 bouquets de fleurs contenant chacun 10 fleurs roses et 9 fleurs blanches. Voici donc achevé la résolution du problème numéro 2. Si vous n'avez pas compris un détail dans la résolution de l'un de ces deux problèmes, je vous invite à marquer une pause sur la vidéo, à revenir en arrière, à réécouter plusieurs fois s'il le faut, et je pense que vous allez comprendre les principes. Si vous ne comprenez toujours pas, revenez depuis le début de la vidéo, suivez-la de bout en bout, pas à pas, et je pense avec certitude qu'à la fin de la vidéo, vous aurez compris ce qu'il fallait faire. Mais si alors, après cela, vous avez toujours des points d'ombre, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Je me ferai le plaisir de vous apporter d'explications supplémentaires. Je vais vous laisser un dernier exercice à faire à la maison que vous allez traiter, filmer et poster en commentaire afin que je puisse corriger et vous apporter des explications qui s'imposent. Si vous avez par contre un exercice personnel que vous aimeriez que je traite, ou encore des notions, des thématiques, des sujets qui vous préoccupent, n'hésitez pas à me les faire parvenir en commentaire en dessous de cette vidéo. Je me ferai le plaisir de proposer quelque chose dans le but de vous accompagner dans ce sens-là. Voilà, c'est mon travail, c'est mon devoir, c'est ma mission. Exercice d'application à faire à la maison. À l'occasion de son anniversaire, un élève a acheté 150 bonbons et 72 biscuits afin de confectionner des paquets identiques à offrir à chacun de ses amis venus célébrer avec lui et en utilisant tous les bonbons et tous les biscuits. Déterminer le nombre d'amis présents et la composition de chaque paquet qu'ils ont reçu chacun. Voilà le travail que vous devez faire à la maison et partagez avec nous en commentaire votre travail. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez appris à travers cette vidéo. J'espère que vous avez fait de bonnes révisions grâce à cette vidéo. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire et à partager le compte afin que plus de personnes puissent en profiter de tous les contenus qui seront postés très bientôt. Alors, la prochaine vidéo portera sur la détermination du PPCM de deux entiers naturels et l'utilisation de ce PPCM pour résoudre un certain type de problème. Alors, je suis Michael Talek, enseignant de mathématiques pour le secondaire, ingénieur informaticien, ingénieur financier, actuaire. Je suis au service de votre réussite. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.